Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Café Débat. L'émission, comme vous le savez, qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Vous l'aurez compris, hier lundi, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, Café Débat a été consacré, dédié aux femmes, animé évidemment par les femmes. Zainab Diallo qui a reçu donc notre consoeur et activiste Asmao Bari. Évidemment, nous revenons donc à la version normale de cette émission, sauf que nous recevons une fois encore une femme, ce qui ne nous empêchera pas de parler effectivement de cette fête et de la situation des femmes en République de Guinée. Et donc notre invité du jour, il s'agit de Honorable Dialikatou Diallo. Elle est membre du bureau exécutif politique du RPG Arc-en-Ciel, tête de liste donc du RPG Arc-en-Ciel pour les élections législatives, pour l'instant reportée. C'est elle qui nous reçoit ici chez elle. Honorable, merci de nous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout de la disponibilité. Alors, je rappelle que donc avec vous, on va parler de législatives, de ces élections qui pour l'instant sont reportées. Comment est-ce que cela a été accueilli, n'est-ce pas, dans les rangs du RPG, surtout par vous qui êtes candidat pour le parti au pouvoir, et tout ce qu'il y a autour comme contestation, notamment du processus, mais aussi du fichier. Mais avant de parler de tout ça, d'abord deux sujets d'actualité. C'est la fête des femmes, mais avant ça aussi, vous êtes l'une des rares femmes qui sont impliquées, qui connaissent le milieu du sport, notamment le milieu du foot. On a eu un drame il y a quelques jours qui a donc, on va dire, un peu décimé l'équipe du club Étoile de Guinée. 9 jeunes gens qui sont morts suite à cet accident qui s'est passé donc à Mamou. Votre réaction, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Vraiment, ce drame nous a éprouvés à plus d'un titre, dans la mesure où ce sont des jeunes qui ont été arrachés à l'affection de leur famille, de toute la famille du football, à la fleur de l'âge. Ce sont des jeunes athlètes qui ne cessaient de monnayer leur talent sur l'échiquier sportif guinéen dans le domaine du football. Cette équipe se rendait à Kankan pour jouer. Malheureusement, à Timbo, ce qui est arrivé arriva. Et hier, nous avons pris part aux obsèques au stade du 28 septembre. Mais il était difficile de retenir ces larmes quand on voyait ces 10 cercueils. Et j'en profite pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes, à la famille du football, à la Fédération guinéenne du football, à la Ligue de football professionnel et à tout le peuple de Guinée. Pour que leur âme repose en paix et aussi qu'on puisse désormais prévenir ce genre de catastrophe. Justement. En parlant de prévenir ce genre de catastrophe, vous avez longtemps duré dans le milieu du sport, du foot et tout. Vous connaissez les rouages, les moyens que certains ont, que d'autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'il faut? En parlant du championnat qui fait que certains clubs doivent faire déplacer leur équipe, par exemple de Conakry à Kankan ou de Zérékoré à Mamou, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez des conditions de transport de ces joueurs-là? Il y a des clubs qui n'ont pas les moyens de transporter les joueurs, mais vu qu'ils doivent jouer, ils doivent se déplacer, ils sont obligés. Et ça fait 2 fois qu'on assiste à ce genre d'accident où les joueurs étaient presque entassés dans les petits minibus. Vous pensez qu'il y a lieu de faire quelque chose pour que cela s'arrête? Là, c'est le lieu de lancer un appel au gouvernement pour peut-être subventionner certains clubs, subventionner le championnat, Ligue 1, Ligue 2 et la Coupe nationale, pour que les joueurs puissent se déplacer dans des conditions acceptables. Dans les autres pays, par exemple, chaque club a son bus. Ce sont des bus avec un certain nombre de places. Mais quand il s'agit de louer des minibus de transport en commun, s'entasser dedans. Ensuite, il y a des règles élémentaires de la conduite qui vous recommandent que lorsque on décide de voyager de nuit,
qu'on ait au moins 2 chauffeurs pour que les chauffeurs se relaient. Parce que quand un chauffeur est fatigué, il peut vouloir tenir, mais l'organisme a ses limites. Et en une fraction de seconde, en une fraction de seconde, la basculer. Catastrophe peut se produire, tout peut basculer. Donc, s'il y a au moins 2 chauffeurs, après certaines heures de conduite, ils peuvent se relayer. Ou bien, on s'arrête, faire un stop pour permettre au chauffeur de dormir au moins pour 2 à 3 heures de temps. Lorsqu'il recharge les batteries, il peut conduire à nouveau. Parce que moi, souvent, je le fais. Quand je décide de voyager de nuit, c'est quand je m'assure que j'ai un autre chauffeur de réserve qui peut prendre la relève quand le principal chauffeur est fatigué. Donc, cela nous est arrivé à plusieurs reprises, même pendant la campagne, nous le faisons. Donc, il s'agit vraiment de faire certaines recommandations à tous les clubs, en tout cas tous ceux qui voyagent, décident de voyager nuitamment. Ensuite, essayer de revoir les clubs et aussi faire appel aux sponsors. Dans les autres pays organisés, chaque club a son sponsor. Et les sponsors mettent la main à la poche. Ils essayent de mettre les clubs, les footballeurs dans les conditions les meilleures. Donc il faut revoir cela. Ça mérite même. Et en Guinée, ici, il n'y a pas plus de 3 clubs qui sont sponsorisés, qui sont véritablement aidés par des... Voilà. Il faut continuer le plaidoyer et le lobbying à ce sujet. Il faut rassurer justement les sociétés de la place. Il faut les rassurer une fois qu'elles sont rassurées, parce que c'est des contrats que les clubs signent avec leurs sponsors. En général, toute société ne cherche qu'à être vue pour pouvoir vendre ses produits, pouvoir vraiment augmenter son chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'elles sont rassurées qu'en retour, elles peuvent avoir des retombées nécessaires, cela va sans dire que tous les clubs pourront avoir leurs sponsors. Mais d'ici là, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, je crois, a dit qu'il a pour l'instant fait venir des grands bus, ou si on peut dire comme cela, des cars, en tout cas, il peut mettre à la disposition des clubs souvent qui n'ont pas de moyens de faire déplacer leur équipe à l'intérieur du pays. Malheureusement, ces bus sont arrivés au moment où ces jeunes-là étaient déjà, je crois, en route. Ces bus ne sont pas encore opérationnels, mais est-ce que c'est tout de même des bonnes actions? Il faut saluer ces actions. Il faut le reconnaître, le président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Soare, est un philanthrope. Il ménage aucun moyen pour pouvoir améliorer les conditions de vie des footballeurs. Il aime le football, il investit dedans. S'il a pris cette initiative, elle est salutaire. Et malheureusement, c'est arrivé au moment où déjà Ouakria a fait un accident. Il y a eu des jeunes qui sont décédés presque dans les mêmes conditions. Et maintenant, c'est un lourd bilan avec le club Étoile de Guinée. Mais qu'à cela ne tienne, si cette initiative a été prise par le président de la Fédération guinéenne de football, on ne peut que le remercier et l'encourager pour que d'autres acteurs aussi, notamment les mécènes qui investissent dans le football, en fassent autant. Parce que si c'est là, on souhaite qu'il y ait un effet multiplicateur pour que beaucoup de bus arrivent et que les clubs, parce qu'il y en a beaucoup, il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2, il y a les clubs, les autres clubs de division nationale qui ont vraiment besoin d'être appuyés. On salue cette initiative de Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de football. Voilà. Alors, on va parler de femmes, de droits de femmes, finalement, pour terminer cette première partie de Café Débat. Je l'ai dit, le dimanche, c'était le 8 mars, alors il n'y avait pas de travail, mais la journée a été célébrée en Guinée, à l'image d'autres pays. Donc, hier lundi, notre plateau était consacré aux femmes, sauf qu'aujourd'hui, je suis encore avec une autre femme, et pas des moindres. Vous avez un parcours politique, un parcours dans l'administration, et ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation de la femme en Guinée, l'évolution de la promotion des droits des femmes en termes d'accès aux postes de responsabilité, en termes de facilité dans le monde des affaires, et aussi dans le monde de la politique
Aujourd'hui, vous êtes tête de liste du parti au pouvoir pour ces élections à venir. Alors oui, quel est le constat que vous faites au-delà de tout ce qu'il y a comme folklore qu'on fait les 8 mars, danse, au palais, ainsi de suite? Ok, c'est vrai. Le 8 mars a été célébré en République de Guinée, à l'instar de tous les autres pays du monde entier, sur l'esplanade du souvenir du Palais du Peuple. Et cette grande cérémonie, ce grand événement a été rehaussé de la présence de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de Madame la Première Dame, de tout le gouvernement et vraiment de toutes ces belles dames qui sont venues. Moi, je considère le 8 mars comme une journée qui est certes un peu festive, mais c'est une journée où nous devons apprécier et évaluer le parcours, et essayer d'apprécier nos performances, de revoir nos points faibles, consolider nos acquis, c'est-à-dire les points forts. Ensuite, planifier d'autres actions pour l'année qui suit. Et en fait, le 8 mars se résume à cela pour moi. Mais on peut aussi se réjouir des avancées significatives qu'on a eues, tout ça pour agrémenter la fête. Donc, le côté festif aussi n'est pas interdit. C'est pas interdit, bien sûr. Mais j'ajoute que vous avez été au Parlement. Donc, en termes de bilan, ne serait-ce que pour 2020, vous pensez qu'il y a eu des points, des avancées? Il y a eu des avancées significatives, dans la mesure où, vous savez, le thème retenu pour 2020, pour la journée internationale des droits des femmes, c'est, je cite, « Je suis de la régénération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Fin de citation. C'est un thème très pertinent. Mais je peux déjà dire que le président de la République, le professeur Alpha Condé, et le gouvernement sont dans cette dynamique depuis. Donc ce thème est pour nous très pertinent. Parce que le professeur Alpha Condé a dédié ses mandats aux femmes et aux jeunes. Et il lit l'acte à la parole parce qu'il avait promis au cours de la convention du parti RPG Arc-en-Ciel de privilégier les femmes et les jeunes. Et il l'a fait en choisissant ma modeste personne comme tête de liste du RPG Arc-en-Ciel. Et ce n'est pas une première parce qu'en 2013 aussi, il a choisi une dame en la personne de l'honorable Adjanantene Chérif Konaté comme tête de liste du RPG Arc-en-Ciel. Elle s'est battue et le parti a eu une majorité à l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci encore, il a désigné, il a en tout cas encouragé et désigné une femme comme tête de liste qui est ma modeste personne, et il a privilégié les jeunes dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes candidats sur la liste nationale du RPG Arc-en-Ciel, sur la liste à la représentation proportionnelle, mais aussi comme candidats uninominaux dans les circonscriptions électorales. Ça c'est le RPG. Maintenant au niveau de l'Assemblée nationale aussi, durant cette 8e législature, dès que nous sommes arrivés, on s'est vu en infériorité numérique. Nous n'étions que 24 au départ. 24 femmes. 24 femmes. Et ça, on était loin des 30%, parce que c'était environ 21% de l'Assemblée nationale. C'est au cours de la législature qu'il y a eu des décès, il y a eu des départs, où deux autres femmes nous ont rejoints en cours de mandature. Donc on est monté à 26 femmes. On s'est dit dès le début que si nous n'interagissons pas en mettant de côté nos obédiences politiques, on ne pourra pas défendre convenablement les droits des femmes. Nous ne pouvons pas nous affirmer pour pouvoir influencer le cours de décision au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons mis en place le Forum des femmes parlementaires de Guinée. Heureusement, on a été appuyé par le président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Kori-Kouagniano, et tout le bureau de l'Assemblée nationale, et une requête a été faite aux partenaires techniques et financiers pour appuyer le Forum des femmes parlementaires de Guinée. Et la première présidente était honorable Namfadima Makasouba. Moi, j'ai été secrétaire générale. La deuxième présidente, c'est honorable Adja Fatoumata Binta Diallo. Et moi, j'ai été toujours reconduite secrétaire générale du Forum des femmes parlementaires. On a bénéficié
d'un appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, de ONU Femmes et du gouvernement du Canada. Donc on a bénéficié d'un projet participation politique des femmes qui nous a permis de faire un plaidoyer lobbying pour pouvoir mettre en œuvre notre plan d'action stratégique qui en avait 4 et on a sillonné tout le pays à maintes reprises pour la sensibilisation et aussi dans ce programme, dans ce plan annuel de travail, on avait notre proposition de loi sur la parité. Nous avons élaboré cette loi avec l'appui technique et financier du PNUD, de ONU Femmes et du gouvernement du Canada. Nous avons pu réunir, après plaidoyer et lobbying, un collectif de députés de 85 membres. Ce collectif était dirigé par Ayana Tene Chérif Konaté et moi-même j'étais membre du bureau de ce collectif. On a pu réunir plus de 85 signataires et on a porté la proposition de loi sur la parité. Ça a été examiné et adopté le 2 mai 2019 à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, cette loi n'est pas encore entrée en vigueur parce qu'il faut réviser le code électoral. Nous n'avons pas eu le temps de faire cela. Et on devait aller aux élections. Donc, ça veut dire qu'on a pu quand même essayer de sur le plan législatif d'améliorer le cadre légal de promotion, en faveur des femmes, de promotion des droits des femmes. Le code civil a été changé. On a participé activement à l'examen et à l'adoption du code civil révisé. On a participé activement à l'examen et à l'adoption du code de procédure pénale, du code pénal et puis même du code de l'enfant. Où beaucoup de discrimination au détriment des femmes et des enfants se sont vraiment vues de ces textes juridiques majeurs. Si on peut tout de même se réjouir aussi du fait que, point de vue administration, il y a une élite féminine qui monte, que pratiquement tous les postes de chef de cabinet sont dédiés aux femmes par le président, mais dans le gouvernement, on constate tout de même une sorte de recul parce que le nombre de femmes dans le gouvernement a baissé. Est-ce que c'est pas l'un des points noirs, n'est-ce pas, dans ce qu'on peut peut-être constater comme une certaine performance? Et puis, le tableau serait assombri par d'autres cas de violence à l'endroit des femmes. Les viols sur mineurs se sont accrus. Et puis, le féminicide prend place en Guinée, des maris qui tuent leurs femmes. On a vu 2-3 cas durant l'année 2019. Au-delà de ça, la violence policière aussi à l'endroit des femmes a été constatée en marge des manifestations politiques. Qu'est-ce que vous dites de ces 3 aspects? Moins de femmes dans le gouvernement, des viols sur mineurs, filles qui a pris de l'ampleur, les hommes qui tuent leurs femmes et les violences policières à l'endroit des femmes qu'on a constatées. Effectivement, il n'est pas exagéré d'insister sur ces 3 aspects. Je suis parfaitement d'avis avec vous. D'abord, au gouvernement, c'est vrai qu'on s'était réjoui à un moment donné que le nombre de femmes au gouvernement s'était accru. Je crois qu'il y avait 6 ou 7. Donc c'était par... Il y a des postes stratégiques. Des postes stratégiques, économie et finances, et ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite. On s'était fortement réjouis parce que durant la 3e République, c'était le gouvernement le plus prolifique en matière de représentativité des femmes. Mais les gouvernements suivants ont vu le nombre réduire jusqu'à maintenant on est à 3 ou 4. Bon. Alors, le président de la République même a eu à dire au cours d'une allocution qu'il a été interpellé de partout parce que le dernier gouvernement avait moins de femmes. Mais il avait promis de rectifier le tir en nommant plusieurs femmes à des postes de secrétaire général, de chef de cabinet. Et il l'a fait. Aujourd'hui, on a au moins une 15aine de femmes chefs de cabinet. Il faut donc c'était pour compenser? Oui, en fait, il avait dit effectivement que qu'il avait compris le message, le cri de cœur, et qu'il allait le rectifier, et il l'a fait. Mais je vais vous dire une chose, nous on a compris en ce moment que on a compris le président. Il n'y a pas une chose plus difficile pour un chef d'État ou un chef de gouvernement que de former un gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, beaucoup d'ingrédients. Il y a l'aspect compétence, qui est moins difficile d'ailleurs à cerner que d'autres considérations
sociopolitique dans le paysage. Alors, nous, on a bien compris le président, mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, il y a une avancée. Bien. Il y a l'espoir parce que dans la nouvelle constitution, article 9, alinéa 3, il est dit clairement que la République affirme que la parité homme-femme est un objectif politique et social en République de Guinée et qu'aucune assemblée, même le gouvernement, une assemblée délibérante et même au niveau du gouvernement, ne peut être constituée de plus de 2/3 du même genre. Ça veut dire ce que ça c'est une violation de cette loi. Ça veut dire que vraiment non, c'est la nouvelle constitution. Ah, qui le dit. Oui, c'est la nouvelle constitution qui le dit. Ça veut dire que l'espoir est maintenant permis et que notre lutte est tombée dans des oreilles attentives parce qu'on a pris en compte dans la loi mère qui est la constitution cet aspect de parité. Et même le 8 mars, le président de la République en a fait allusion. Et il a dit qu'il désormais, cette phrase a retenu mon attention dans son discours. Désormais, la Guinée sera un pays qui sera à l'avant-garde de la promotion des femmes. Il a présenté la dame qui est généralement Mawassila, et pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, une femme est promue général au grade de général. On va revenir là-dessus. Maintenant, concernant les violences. Oui, on va observer une pause et puis nous revenons sur les cas de violence avant de parler finalement d'élections. Juste après quelques secondes de pause, nous nous retrouvons. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est honorable Dialikatou Diallo, vous l'aurez donc compris. Et nous parlions tout à l'heure de la célébration de la Journée internationale des femmes. Voilà le constat, le bilan de l'année 2019-2020. Oui, on parlait de l'aspect violence maintenant. Les violences faites sur les femmes dans les foyers, mais aussi les viols sur mineurs qu'on a constatés à grande échelle durant l'année 2019. Et puis les violences policières constatées sur les femmes. Oui, quelque chose à dire là-dessus? Bien sûr. Ça peut faire l'objet de toute une émission. Tellement on a à dire. En tant que législateur, j'avoue que nous avons joué notre partition. On avait au grain, au moment de l'examen du code de procédure pénale, du code pénal, du code civil, on avait au grain en tant que femme parlementaire pour que ces délits soient réprimés avec la plus grande énergie. En tant que législateur, nous estimons que tout ce que nous pourrons faire à l'avenir pour parer à ces phénomènes désagréables, nous devons le faire. Maintenant, il revient à l'exécutif au gouvernement. Et au gouvernement et même au judiciaire de mettre en œuvre ces lois pour que tous ces coupables soient traduits devant la justice, soient traduits devant les tribunaux et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Vous savez, moi je suis pour qu'on organise même des procès publics et couverts par les médias comme on avait fait pour les bandits, les bandits de grand chemin au cours de la Deuxième République. Qu'on fasse actuellement des procès télévisés avec tous ces coupables de viol sur mineurs et que les familles acceptent de collaborer. Certaines femmes sont victimes de viol, mais après on camoufle, on étouffe les affaires. Mais il faut dénoncer. Ensuite que les juges aussi, les procureurs puissent s'autosaisir chaque fois qu'il y a un cas. Ça c'est dissuasif. Mais sinon, si on évolue en totale impunité, c'est un peu difficile. Concernant les maris qui tuent leurs femmes aussi, ces cas de décès aussi n'arrivent pas instantanément. Il y a toujours des prémices, des signes précurseurs. Chaque fois qu'une femme est victime de violence, elle ne doit pas rester à subir cela. Parce que c'est un caractère. Il faut essayer de signaler, d'aller parler en famille pour que cela cesse. Quand ça ne cesse pas, il faut prendre des dispositions. Parce que, en général, certaines personnes, c'est leur caractère. Aujourd'hui, on est dans un monde où les stupéfiants sont consommés de manière abusive. On est dans un monde comme ça, je m'excuse, mais c'est la réalité. Absolument. Et certains hommes peuvent
à l'issue de la consommation abusive de ces stupéfiants, rentre à la maison. avoir des troubles mentaux. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand on vit avec un psychopathe comme ça, cela va sentir que c'est dangereux. Où ils peuvent se cacher et consommer cela et venir après se ruer sur leurs épouses et les battre à mort ou en tout cas à coups de couteau. Parce que quelqu'un qui a des troubles mentaux, il délire. Et là, il peut avoir le délire de persécution. Bon, les médecins savent, nous les médecins, nous savons ce que c'est. Quand tu as le délire de persécution, tu peux penser que même ta propre mère est contre toi et tu te défends. Et se voit, il a une toute autre perception. Sa propre épouse devient, à ses yeux, un pire ennemi. Il réagit. Donc, il faut déjà essayer de voir pourquoi ça a lieu. Donc, c'est là que les médias peuvent organiser des émissions et puis les organisations de la société civile aussi peuvent essayer de sensibiliser les populations, sensibiliser les populations à la base pour que les femmes acceptent, dès qu'elles subissent des violences de ce genre, même verbales, dès que la violation de leur intégrité physique et morale est évidente, il faut qu'elles aient ou signalé pour pouvoir prévenir des drames de ce genre. Et puis j'ai parlé de ces femmes qui ont été victimes de violences policières. On a les cas les plus célèbres, tristement bien sûr, la femme bouclier à Wanindara. Et puis évidemment il y a la femme enceinte qui a été secouée à la dernière fois par des policiers qui est morte après. Il y a même notre consoeur Asmao qui a été aussi violentée par les polices. Les agents de la police judiciaire à domicile. Donc c'est des cas de femmes qui ont été victimes de ces violences policières. Là aussi, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer en 30 secondes? Je ne peux que déplorer cela et condamner fermement ce genre d'agissement. Et c'est le lieu peut-être de revoir au niveau de la formation des forces de défense et de sécurité pour que des bavures pareilles ne viennent pas ternir l'image de ce que ces forces font. Parce qu'il faut le reconnaître que ce sont des agents qui sont éprouvés dans l'exercice de leur métier. Il faut le reconnaître. Ils font face des fois à des violences, mais quelle que soit la violence à laquelle ils font face, cela ne doit pas les amener à avoir des traitements et à infliger des traitements inhumains et dégradants à des femmes. Donc, mais on peut y remédier à travers la sensibilisation au cours des formations, revoir bien mieux les outils pour pouvoir essayer vraiment de ne pas avoir ce genre de comportement, ce genre d'attitude, quel que soit le cas de figure devant lequel ils sont placés. Bien. Et nous passons maintenant à la politique pour, disons, 10 à 15 minutes. Vous êtes tête de liste du RPG Arc-en-Ciel. Vous vous êtes battu sur le terrain depuis on va dire, un mois ou plus, un peu plus, en termes de campagne. Et puis, un moment arrive, le président décide de reporter le double scrutin qui était initialement prévu pour le 1er mars à 24 heures donc, du jour J. Est-ce que vous avez reçu cette nouvelle, cette décision du président, cette adresse à la nation comme une douche froide après tous les efforts, après que vous étiez prêt à aller au scrutin? Bon, c'est humain quand même. Lorsque on se met à l'esprit, on est dans un processus, on estime que vraiment bientôt on va aller au scrutin. Et lorsqu'on annonce subitement un report, c'est vrai que humainement, tous les militants et sympathisants et même les responsables, chacun est quand même un peu surpris et étonné. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on a écouté l'adresse du chef de l'État à la nation, nous avons compris immédiatement son souci. Et son souci majeur, c'est la crédibilité de ce double scrutin. Et lorsqu'on émet des doutes sur la fiabilité d'un instrument majeur qui n'est autre que le fichier, alors lui, étant sûr qu'il ne se reproche de rien,
il a préféré lever l'équivoque. Donc est-ce que c'était pas une obligation? Est-ce que finalement il n'était pas, ou vous n'étiez pas dos au mur, parce que ça se fait, le report est constaté 24 heures avant, et ça c'est parce que la CEDEAO et l'Union africaine ont rappelé leurs observateurs, sinon... Non, moi je pense que on est un État souverain. Mais le président a rappelé le rôle que la Guinée a eu à jouer en Afrique, dans le panafricanisme. La Guinée, c'est vrai, membre fondateur de l'Union africaine, de la CEDEAO, le rôle qu'on a eu à jouer. Il ne veut pas vraiment isoler le pays. Ce sont des recommandations qui ont été faites. Il n'est pas obligé parce qu'on est un État souverain. Même si, ok, au moment où on était à l'OUA, la charte de l'OUA, c'était la non-ingérence. Mais quand on est passé à l'Union africaine, c'est maintenant la non-indifférence. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils peuvent venir ils ont un droit de regard sur ce qui se passe. Il y a eu des doutes qui ont été émis sur la fiabilité du fichier, notamment avec ces 2 491 000 électeurs, qui ne sont pas des fictifs. Non, loin s'en faut. Mais ce sont des électeurs, il semblerait, qui ne sont pas revenus devant la machine au moment de l'enrôlement. Alors, on parle même de documents administratifs. Ils ne sont pas scannés. Mais ce ne sont pas des électeurs fictifs. Il faut ça. Le président, sachant qu'il ne se reproche de rien, la CENI ne reproche rien au fichier, c'est pourquoi ils ont dit, bon, au lieu comme le doute ne prie pas, laissons la CEDEAO envoyer leurs experts, ils vont venir auditer le fichier et voir si vraiment ce qu'on dit c'est réel ou pas. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas... Nous on a compris aussitôt le message du président et il est même venu au siège pour expliquer aux militants parce que tout le monde était vraiment dans un état d'esprit vraiment de révolte, de frustration. Non, pas de révolte, peut-être de frustration. Et c'est ce que nous faisons actuellement. On sensibilise et le travail continue. On est sur le terrain, on fait le rabattage, on fait le dernier réglage jusqu'à ce que la CEDEAO termine le travail. Donc on a pris ça vraiment du bon côté et nous saluons l'esprit panafricaniste du président de la République. Nous saluons aussi son objectif vraiment de donner d'organiser un scrutin crédible et transparent. En parlant de crédibilité, effectivement, est-ce que le mot a toute sa plénitude quand on va vers une assemblée monocolore, c'est-à-dire que c'est vous seulement qui seriez là, même si quelques autres partis seront à côté de vous, mais ce sera pratiquement une assemblée RPG arc-en-ciel. C'est ce qu'on dit dès lors que vos adversaires les plus redoutables sont à la marge, l'UFDG, l'UFR et tous les autres. Et vous avez déjà fait un premier parlement. Est-ce que vous voyez que c'est normal que vous partiez dans une deuxième législature parlementaire presque monocolore, n'est-ce pas? Écoutez, soyons objectifs. En réalité, je le dis haut et fort, le RPG arc-en-ciel n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Au contraire, moi j'estime qu'on doit féliciter le professeur Alpha Condé et le gouvernement et le RPG dans la mesure où, depuis que la Guinée est indépendante, c'est pour la première fois, au scrutin législatif du 28 septembre 2013, où l'Assemblée a été installée le 13 janvier 2014, c'était pour la première fois depuis que la Guinée est indépendante, que le pays avait une Assemblée où l'opposition et la mouvance présidentielle étaient presque au coude à coude. Ça, c'était une performance. C'était une performance, mais on le doit à qui? On le doit au professeur Alpha Condé et à son gouvernement. Oui, mais là, on est en train d'aller vers le contraire. Écoutez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. C'était une performance parce que le parti au pouvoir n'avait pas la majorité absolue. Pour faire passer les lois organiques, il fallait vraiment négocier avec l'opposition. Sinon, on ne pouvait pas. Ça, c'était une performance. Mais malheureusement, dans le pays, il n'y a pas une loi qui oblige tous les partis à compétir. Il n'y a pas cette disposition dans les lois électorales. On est en démocratie. Un parti est libre de décider de participer à un scrutin
ou de le boycotter. C'est son droit. Si certains partis ont décidé de ne pas aller, il y a au moins 30 partis qui compétissent. C'est peut-être, certes, vous me direz que ce sont des partis à faible audience, mais de l'autre côté aussi, moi, dans mon entendement, il n'y a pas beaucoup aussi qui pèsent. C'est peut-être l'UFDG qui pèse beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas partis. Pour ceux qui ne sont pas partis. Où vous laissez l'UFR, c'est un grand parti. Ça aussi, c'est relatif. Pas autant que l'UFDG. Parce que l'UFR arrive est la troisième force politique du pays. Mais l'UFR, quand vous voyez, l'UFR arrive en troisième position, mais loin derrière le RPG et l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il n'y a pas cette loi qui interdit à un parti de boycotter. Donc les partis sont libres de participer ou de ne pas participer. Et puis ce n'est pas une première. Durant la Deuxième République, il y a eu des partis aussi qui ont boycotté. Donc, ils sont libres. Alors, on ne peut pas imputer cela au RP. S'il y a un recul on revient à une assemblée monocolore, ce n'est pas la faute du président. Parce que, je vais vous rappeler, est-ce que vous vous en réjouirez? C'est vrai qu'il n'y a pas de loi qui oblige à ne pas partir, mais est-ce que si vous vous retrouvez où vous n'avez presque pas de contradicteur à l'Assemblée, vous vous plaisez, honorable? Il y aura la contradiction, pour qui vous connaît, vous aimez les débats contradictoires. Mais si vous n'avez pas de contradicteur à l'Assemblée sur le débat... Non, ne vous trompez pas. Il y aura la contradiction. Il y a des partis, des leaders qui sont là, et qui, s'ils sont élus à l'Assemblée nationale, vous serez surpris. Bien. Il y a des partis à faible audience, mais avec le mode de scrutin en Guinée permet une assemblée plurielle. Bien. Ne soyez pas surpris parce qu'il y a les dispositions concernant, surtout sur la liste nationale, le plus fort reste. Ce qui fait que certains partis, il y aura une pluralité de partis. Et vous serez surpris. D'accord. Nous, si vous voyez qu'on bat campagne, c'est parce que nous ne minimisons personne sur l'échiquier politique aujourd'hui. Il risque d'avoir des surprises, c'est pourquoi on est sur le terrain. Sinon, on serait dit, bon, notre principal adversaire ne boycotte le scrutin, eh bien, on fait du triomphalisme, mais on a des défis, on le sait. On a le taux de participation qui doit être appréciable. On a aussi ces autres adversaires politiques sur le terrain je vous assure, ils utilisent les faibles ont de ces stratégies. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être surpris. Bien. Ils utilisent de l'intoxication même contre le parti. Donc il faut venir rectifier le tir, rassurer nos militants, démentir. Chacun a ses armes et ses credos. Mais moi, je ne dénonce personne, mais nous avons les informations. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. Nous devons repartir d'un moment à l'autre parce qu'il faut être là. Ne pensez pas que parce que les principaux partis d'opposition ont boycotté, que nous n'avons pas d'adversaires. Loin s'en faut, nous avons des adversaires. Bien. Et le Parlement sera un Parlement pluriel. Il ne sera pas monocolore. Alors, le RPG aura certes une majorité très confortable, ça je n'en doute pas parce que vraiment nous sommes sur le terrain, ça au moins c'est clair. Et au RPG, on travaille méthodiquement. Je vois maintenant, quand on est en dehors du parti, on pense que le travail est superflu, mais non. Quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'il faut batailler dur parce que le RPG a un système en place. Je vous assure que tout parti qui travaille comme ça ne peut qu'avoir la majorité. Il y a une commission technique électorale qui fait un travail remarquable. Il y a les moyens aussi. Mais en dehors des moyens, mais si vous n'avez pas les ressources aussi, et puis ce n'est pas les moyens seulement. On a des leaders de partis ici qui sont multimilliardaires, mais qui n'engrangent pas de résultats pour autant sur le terrain. Ce n'est pas une question de moyens, il y a une question de méthodologie aussi. Mais les moyens comptent, honorable. Les moyens comptent. Il y en a, je vous dis, qui ont les moyens, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas la méthodologie. Non, parce que la question de moyens même fait défaut sur le terrain en ce moment. Les autres partis là n'ont pas eu leur subvention, alors que le parti au pouvoir est à l'aise sur le terrain de campagne. Les autres partis le parti au pouvoir a des personnes ressources. On n'a pas donné des subventions aux partis. Attendez, oui. De toute façon, le problème a été posé. Je pense que ce sera fait. Mais le parti au pouvoir ce sont les grands partis. Le parti au pouvoir a ses personnes ressources, ses sources de financement. Donc les autres aussi, il y en a aussi dont les leaders, vous ne pouvez pas me dire quand même que le leader de l'UDG,
Oui, l'UDG. Lui n'est pas à 1 million près quand même. Bien sûr, Ah, lui, bon, mais à part lui... à part, c'est pas une question de moyens seulement. Il faut avoir les ressources humaines, il faut avoir les stratégies. Bien. Et je vais vous dire que vous avez, même si vous accumulez des milliards, si vous n'avez pas la stratégie nécessaire et que le leader soit présent, que les responsables du parti aillent vers les militants, les tenir à la main, cela va sans dire que vous allez échouer et vous n'aurez jamais une grande audience. Pour terminer, on a vu que le samedi passé, les militants brandissaient des pancartes élection, comme s'ils sont pressés, comme s'ils pensent que le président n'est pas prêt à programmer une autre date. Justement, on apprend que, je ne sais pas si c'est l'OIF, en tout cas l'opinion africaine internationale avait suggéré de profiter de cette parenthèse de pause pour lancer un autre dialogue, permettre à ceux qui ne sont pas dans le processus reviennent. Est-ce que vous, RPG, vous qui êtes tête de liste, vous êtes prédisposé à des démarches comme ça pour que les autres vous rejoignent, ou vous êtes pour la version qui dit non, on est déjà parti, il faut qu'on finalise sans eux? Le problème est que il faut être objectif. Il y a un chronogramme qui a été mis en place, qui est en cours d'exécution. Et dans un chronogramme, il y a plusieurs séquences. Les séquences ont atteint un certain niveau. On était à 2 pas d'aller au scrutin. Tout est mis en place. Et volontairement, une partie de la classe politique a décliné et ne participe pas au scrutin. Là, on n'en veut à personne, c'est leur droit. Maintenant, on a atteint un niveau où, objectivement, cette question doit être posée à d'autres niveaux. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Il est clair que pour pouvoir prendre en compte peut-être les sollicitations de certains acteurs, certaines institutions internationales, ou bien en tout cas peut-être des amis à la Guinée, je peux qualifier comme ça. Il faut une décision éminemment politique. Parce que il faut faire entorse à la loi. Quand on fait entorse à la loi, cela ne dépend pas des techniciens. Cela ne dépend pas C'est du consensus politique. Oui, et ça, vraiment, ce sont les politiques qui peuvent décider d'une éventualité de ce genre. Dans la mesure où les techniciens, eux, ont fait leur travail et le chronogramme suit son cours. Et donc, on ne pourra pas tout dire durant cette émission. Pour l'instant, tout le monde regarde la mission de la CEDEAO qui est en train de travailler, qui est censée rendre son rapport, je pense, le 13 de ce mois. On attendra après ça. Est-ce que le président prendra un décret aussitôt pour reconvoquer le corps électoral pour le double scrutin? Nous aurons l'occasion de revenir vous rencontrer à cette occasion. Peut-être un dernier mot en 30 secondes. Sinon, on ne peut que vous dire merci de nous avoir reçus. Oui, j'en profite pour lancer un appel à tous les acteurs politiques, à tout le peuple de Guinée pour prôner la paix et la non-violence. Qu'on utilise des credos, des tremplins civilisés, des tremplins qui vont permettre à notre pays, la Guinée, de devenir un havre de paix. La Guinée havre de paix sera un pays à destination privilégiée par les investisseurs pour résorber tous les problèmes de chômage que nous avons et booster la croissance économique pour le bien-être du peuple de Guinée. Je vous remercie. Merci honorable, à très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Un plaisir de vous avoir servi. À demain pour un autre numéro et un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.